Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme, le dernier de cette saison, toujours avec mon acolyte, mon ami, celui qui défend Israël plus vite que son ombre, vous le connaissez maintenant, j'ai nommé Tim Laribo, alias Pug. Salut Pug. Salut Galit, ça va bien? Et toi? Je suis à fond, comme toujours. Ah bah, comme toujours, en tout cas tu as bonne mine. Tu nous as mis les petites lunettes d'un télo qui vont bien. Ouais, de bigleux qui vieillit, surtout. Oui, mais... Alors Pug, ce soir, on a changé de décor, comme tu le vois. On a la chance d'accueillir un invité qui est avec moi sur le plateau, un artiste, auteur, acteur, producteur, metteur en scène. Le sel et le miel, c'est lui. Le prénom en Israël, c'est encore lui. Et puis, plus récemment, un amour qui ne finit pas, c'est toujours lui. Et beaucoup d'autres réussites à son actif. J'ai le plaisir ce soir d'être en compagnie de Bernard Bitan. Bonsoir Bernard. Bonsoir Galide, bonsoir Pug. Comment vas-tu? Bonsoir Bernard. Eh ben c'est toujours un plaisir d'être là et de faire connaissance avec Pug. Avec Pug. Alors Pug et moi, on a souhaité Bernard t'avoir avec nous sur ce plateau ce soir dans ce format de 50 nuances d'antisémitisme parce que tu es finalement un de ceux qui en parlent le mieux en ces temps-ci. Tu as ce talent de mettre nos mots en MOTS, de mettre en mots MOTS nos mots, MAUX. On en parlera à la fin de l'émission pour faire un petit peu le rapport avec peut-être une prochaine actualité que tu as. Tu sais, cette douleur, ces mots MAUX, cette douleur qu'on a à chaque fois et qu'on ressent à chaque fois qu'Israël est attaqué, qu'un juif est victime d'antisémitisme dans le monde, ça fait longtemps que tu t'exprimes sur le sujet de la défense d'Israël, mais il y a un peu plus d'un an, au moment de Shomer HaChomot, l'opération gardien des murailles, au mois de mai 2021, en pleine crise du Covid, tu as pris ton téléphone, tu t'es filmé dans les rues désertes de Yafo et tu as déclamé un texte magnifique, un texte sorti des tripes alors que les roquettes pleuvaient vraiment sur le pays. Cette vidéo a fait un énorme buzz. Raconte-nous un petit peu à l'époque comment ça s'est passé. D'abord, j'étais comme tous ces Israéliens ou même ces Juifs du monde, complètement abasourdi par ce deux poids deux mesures. C'est-à-dire que d'un côté on se recevait une pluie de missiles et on nous disait oulala Israël vous êtes les méchants, etc. Et j'ai dit mais c'est extraordinaire. Je me dis mais si le dôme de fer n'existait pas, voilà Israël, l'endroit qui abrite la majorité des Juifs du monde, et personne ne bouge. Personne n'a bougé. C'est-à-dire que tout juste, on nous disait continuez à vous prendre des roquettes dans la gueule. Réaction disproportionnée. Disproportionnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le dôme de fer. Israël aurait été rasé. C'est de cela dont il s'agit. Donc on avait tous ça en soi de se dire et donc j'ai écrit j'ai écrit beaucoup de choses. Je griffonne toujours plein de choses tout le temps. J'ai écrit ce texte-là et ce soir-là avec Valérie qui partage ma vie, on s'est dit Tel Aviv est désert. On dit on va quand même sortir au restaurant parce que sortir c'était un acte militant à cette période-là. Fallait faire tourner les commerces, fallait dire qu'on n'avait pas peur, fallait dire au pire on allait dans un abri. Donc j'avais écrit juste vraiment ce texte comme ça, griffonné sur quelques pages. Et Valérie qui met toujours beaucoup de temps à se préparer. Pendant qu'elle se préparait, j'ai pris mon téléphone et je suis allé en bas. Je trouvais que la rue était vraiment déserte et j'ai enregistré vraiment ce texte d'une traite. J'avais écrit des choses, il y avait un bout de prompteur, je suis sorti du prompteur, vous savez, il y a une application israélienne qui s'appelle Big View et il y avait le prompteur derrière, je rentre, je sors du prompteur et je fais un 9 minutes. On sort ensuite, donc Valérie s'est préparée en 9 minutes
Et ensuite, on va au restaurant, on rentre et alors, je venais de débarquer sur Facebook. J'avais 50 amis, je connaissais rien de Facebook. Et je dis bon on va ou poste là ou je sais plus comment on s'est dit, mais je ne sais pas la poster moi sur Facebook. C'est le fichier était trop gros, donc d'une âme charitable, Valérie le compresse sur son téléphone, elle me l'envoie et je le mets sur ton mur. Mon téléphone et je m'endors. Il est 00h30 ou 1h du matin. Je crois que même celle qui a fini, je me réveille comme ça, je passe. Le lendemain matin, comme on fait, je pose le pied Modéani les Fanecha, je prends mon téléphone, donc ça se passe comme ça. Et là, j'ai vraiment un coup de flip, parce que je vois peut-être une vingtaine d'appels en absence, c'est beaucoup 20 appels en absence à 7 heures. Et peut-être 30, 40 messages WhatsApp. Je dis, oh merde, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je suis inquiet. Et quand je déroule le truc, j'en vois bravo, super, merci, bravo. Je dis bravo et merci de quoi? Je pensais plus du tout à la vidéo, moi. Et après, je vois la vidéo, super ce que tu as dit, que je vois sur Facebook, Facebook, et c'est parti comme ça. Et effectivement, pour la première fois, j'ai mesuré l'impact des réseaux sociaux. Vraiment, je venais débarquer sur Facebook, j'avais 20, 30 amis que j'acceptais. Et effectivement, cette vidéo a été visionnée des centaines, pour pas dire partagée, repartagée des centaines de fois, vue des milliers de fois. Mais ma grande fierté de ça, enfin ma grande fierté, j'en tire aucune gloriole vraiment. J'ai fait vraiment qu'exprimer ce qu'on avait tous en soi, de se dire comment on peut rester silencieux devant cette injustice encore du monde. Mmh. C'est que le texte du coup a été traduit en une quinzaine de langues. En roumain, en japonais, en hébreu évidemment, en russe, en beaucoup de langues, en espagnol, etc. Et a été, paraît-il, distribué à toutes les chancelleries aux Nations Unies. Et effectivement, il y a une phrase dans le Talmud qui dit quand les mots sortent du cœur, ils touchent les cœurs. Et ben, je crois que c'est ce qui s'est passé pour cette magnifique, magnique. Alors, tu t'es pas arrêté là. Depuis, tu as écrit d'autres textes et puis un nouveau texte qu'on aura le plaisir d'écouter en deuxième partie d'émission, parce que voilà, cette émission qu'on a commencé avec Pug il y a déjà plus d'un an et demi, maintenant presque 2 ans même, Pug, ça nous rajeunit pas. Eh bien, on a l'habitude, voilà, comme ça, de choisir une fois par mois, on choisit 1, 2, 3 sujets sur qui ont fait l'actualité antisémite du moment. Et pour notre premier sujet, Pug, tu as souhaité, c'est toi qui l'as choisi, aborder la polémique autour de la fresque murale peinte sur un mur de la ville d'Avignon. Ouais. Alors, comme d'habitude, donc je contextualise et ensuite Pug nous donne son analyse de l'événement. Donc mercredi dernier, premier jour de la saison estivale, pas très loin du pont d'Avignon, sur un mur dédié à l'expression artistique, est apparue une fresque qui nous a pour le moins choqués. Alors on y voit représenté Jacques Attali en marionnettiste manipulant un Emmanuel Macron grimé en Pinocchio, alors que certains n'y voient rien d'autre qu'une caricature qui moque le président nouvellement et tout fraîchement réélu. D'autres y voient une représentation clairement antisémite qui rappelle ces affiches qui jadis dénonçaient le soi-disant grand complot juif mondial. Alors, voilà le contexte. Pug, pour toi, le goy, objectivement, s'agit-il d'un antisémitisme décomplexé ou plutôt d'une simple caricature politique naïve? J'ai envie de te dire spontanément les deux, mon capitaine. Antisémitisme décomplexé, pour moi, c'est absolument évident, et je vais essayer d'être synthétique pour une fois dans ma vie. J'ai regardé, ça fait longtemps que je regarde ça, mais j'ai regardé les caricatures antisémites, notamment de la fin du 19e et début 20e siècle, donc la période autour des protocoles des sages de Sion et ainsi de suite.
Et en fait, ce thème du marionnettiste juif qui manipule les francs-maçons, qui lui-même manipule les gouvernements, c'est pas vieux comme le monde, mais en tout cas, c'est vieux comme l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme européen, on dirait, celui qui est passé de presque de l'antisémitisme chrétien à l'antisémitisme darwiniste ou nazi presque, en tout cas nationaliste. Il y a les thèmes, et ça nous fait replonger dans la propagande de Vichy, la caricature du juif avec ses droits crochus et son nez crochu qui englobe le monde et qui manipule. Enfin, alors moi je veux bien que cet artiste, vraisemblablement, il a voulu représenter Jacques Attali en Geppetto et évidemment Macron en Pinocchio. Mais j'ai envie, excuse-moi la violence du propos, de lui mettre une énorme claque dans la gueule et lui dire « Et tu croyais vraiment, tu pensais vraiment que personne n'allait rien voir et que ça allait passer comme lettre à la poste ?» Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est vrai que sur cette fresque, il y a aucun symbole juif. Il n'y a pas vraiment il y a pas de nez crochu, il y a pas de signe religieux, il y a rien. Il y a juste peut-être un président Macron manipulé par des lobbies finalement. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus le droit de représenter ça? Je me fais un petit peu l'avocat du diable, tu l'as compris Bernard. Là, alors premièrement, quand on cherche un peu, la photo qui a été choisie de Jacques Attali, pardon, pour cette fresque, bizarrement, c'est une photo que l'on retrouve dans une caricature, et c'est même pas une caricature, c'est une affiche antisémite de Égalité et Réconciliation, donc l'organisation d'Alain Soral, où l'on voit Macron avec un brassard nazi. À la place de la croix gammée, il y a $1. Et derrière lui, il y a Patrick Drahi, le baron Rothschild et Jacques Attali. Et c'est la même photo. Ah. Donc j'ai presque envie de dire, donc le gars là, où est-ce qu'il a trouvé cette photo? Il a tapé Jacques Attali quelque part, il est tombé bizarrement sur la même photo utilisée par les antisémites d'Alain Soral. Bizarre, non? Coïncidence. J'aime beaucoup ce genre de coïncidence. Et le type nous refait tout un poncif antisémite, une caricature antisémite de l'époque de Drummond, de la libre parole et ainsi de suite, et de Julius Streicher et ainsi de suite. Et on veut nous faire croire, il y a des gens qui disent, mais non, mais en fait, c'était pas une caricature antisémite. Excusez-moi, on peint pas par hasard une croix gammée. Il y a le mec qui peint une croix gammée. Oh non, mais c'est un complet hasard. Ah oui, c'est ça. Oui. Prends-moi pour un jambon. Non, là, antisémitisme, oui, clairement. Moi, voilà. Et j'ai envie de dire, je suis même pas sûr qu'il est au courant. Je suis même pas sûr que voilà, c'est pour ça que c'est ça. Alors voilà, Bernard, je voulais te demander ton avis parce que je sais pas s'il est au courant ou pas. En tout cas, c'est un artiste comme toi. La liberté d'expression, c'est quelque chose à laquelle tu es toi attaché. Est-ce que pour toi, on peut pas ici, c'est un mur où les artistes peuvent venir s'exprimer? D'abord, c'est largement inspiré de cette photo. Moi, je suis d'accord avec Pug, c'est un miroir de cette photo. Il l'a aseptisé, c'est comme on ne dit plus sale juif directement maintenant, on dit sale sioniste. Oui, tu vas nous en parler tout à l'heure. Dire sale juif, donc on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être franco-cash, mais on met tellement de références dedans de l'imaginaire ou qu'on a pris à l'école, ou vous savez ces photos, comme on dit, subliminales. Donc il y a évidemment aucun doute que c'est de l'antisémitisme, mais j'ai envie de dire même un antisémite sans panache, parce que soit vraiment antisémite, quoi. Et si tu veux dire un truc dégueulasse, vas-y, prends la photo, affiche le truc, mets-lui des droits crochus. On voit que t'es un salopard, alors sois un salopard courageux. Jusqu'au bout. Oui. Je suis très déçu de ce peintre-là. Oui, et si tu me permets, Galit, effectivement, on pourrait dire non, mais il a voulu représenter le lobby qui entoure Macron. Ok. Est-ce que tu te souviens d'une caricature de Macron qui avait été partagée par les Républicains, le parti Les Républicains? Même moi, les bras m'en étaient tombés parce que je veux pas dire que ce sont des philosémites, les suiveurs de De Gaulle, mais quand même. Et en fait, il y avait
Macron avec un haut de forme pour représenter Rothschild, avec le nez crochu, avec une faucille rouge qui coupait un cigare, la faucille rouge donc symbole communiste. Donc on est déjà en représentation de Macron dans le judéo-bolchevisme, qui est encore un truc du mythe antisémite le plus vieux qui existe, enfin, en tout cas au XXe siècle. Et en fait, il y a tout un aéropage autour de lui. Il y a Claude Barthelone, il y a François Bayrou le Béarnais, il y a Michel Delaunay, et il y en a un seul qui est juif dans tout cet entourage, c'est Jacques Attali. Et bien bizarrement, au lieu de prendre tous les autres, ben quand on veut montrer quelqu'un qui manipule Macron, on prend le juif. Ouais. Bizarre, hein. Ouais. Alors faut que je vous dise. Et alors là, tu vois, les mecs, juste pour faire la blague, hein, mais je vois déjà l'artiste qui veut dire moi antisémite, et là je vois Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Raciste, moi raciste, non, raciste. Mais c'est ça, quoi. Je me dis, mais tu viens de nous faire un truc tu viens de renouveler presque l'antisémitisme, la caricature antisémite, et tu te plains qu'on te traite d'antisémite. Je suis d'accord avec Bernard. Et vas-y franco, mon gars. Ouais. Fais-nous un Heil Hitler en pleine émission. Fais-nous un truc qui a du coffre, que au moins. C'est horrible ce que je vais dire, mais qu'on ait un peu d'honneur à te combattre. Alors, en préparant l'émission, j'ai découvert que ce mur, qui fait partie donc de la métropole du Grand Avignon, est aux abords d'un parking qui s'appelle le parking des Italiens à Avignon, et que ce parking des Italiens, je vous le donne en mille, se trouve rue de la Synagogue. Alors ça, c'est quand même... Est-ce qu'il y a un hasard? Je ne sais pas. Ceci dit, cet artiste, Lecto, c'est pas la première fois qu'il fait des fresques sur ce mur-là, et c'est vrai que il est un petit peu, il vire un petit peu au complotisme parce que c'est très souvent tout ce qui est complotisme autour du Covid, des vaccins, etc. Il a beaucoup fait de fresques là-dessus sur ces sujets-là. Typiquement le gars qui dit moi je suis pas antisémite, je suis antisioniste. Typiquement oui, le profil de ce genre de et puis c'est le gars qui est persuadé aussi que que le sionisme en fait c'est un espèce de complot mondial de domination des masses, protocole des sages de Sion pour ne pas le nommer. Et qui, quand on lui fait un rappel que c'est lié aux Juifs et à Israël, il dit non mais moi je suis pas antisémite, moi antisémite, mais voyons, enfin c'est pas grave, je vous garde quand même. Enfin, non, j'ai des amis juifs. Oui c'est ça. Alors les garçons, je crois qu'il y a pas photo, hein, vous êtes tous les deux d'accord qu'il s'agit bien d'une fresque antisémite. Alors à la décharge de la métropole et de son président, la métropole du Grand Avignon, il faut dire que le président donc a ordonné de recouvrir cette fresque, c'est-à-dire de repeindre le mur en blanc, et que il a tenu donc à signaler que comme ce mur est mis à disposition des artistes et qu'ils ont ils ont le droit de donner libre cours à leur expression artistique sur ce mur. Donc effectivement, bien sûr que ce n'est pas un mur et ni une fresque qui avait été approuvée par la commune et le Grand Avignon. Voilà. Ils ont juste mis un petit peu de temps à réagir, on va dire. Mais... Un petit peu de temps, effectivement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai ça va très 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 vite. Donc n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur un mur, c'est ce qu'on peut. Liberté d'expression artistique, Bernard. On est en 2022. Liberté d'expression, vu que tout le monde la revendique sans jamais l'appliquer, moi aussi je vais la revendiquer. Vous savez qu'il y a quand même un peintre très engagé politiquement qui est très malheureusement connu dans l'histoire. Hein, il s'appelait Adolf Hitler. Sur ces mots. Ça a jeté un froid. Hein. Ah bah oui. Alors sur cette conclusion exceptionnelle, Pug, je te propose qu'on passe à notre deuxième sujet du jour. Alors on a bien sûr l'honneur d'avoir avec nous. Si, c'est un honneur d'avoir avec nous et le plaisir Bernard Bitan. Donc Bernard, ce soir, tu nous fais l'honneur, donc comme je le disais en début d'émission, d'offrir à nos téléspectateurs de Tandem TV
ton dernier texte sur l'antisémitisme et les antisémites. Ce sera donc notre deuxième sujet. À toi, Bernard. Tout à l'heure encore, j'ai reçu sur les réseaux sociaux un sale sioniste derrière un pseudo. Sale sioniste. Comme s'il s'agissait d'une insulte, en fait. J'ai répondu que c'était plus simple et plus clair d'écrire sale juif. On dit quasiment plus sale juif aujourd'hui. C'est dépassé, ce n'est plus à la mode, c'est trop cash et juridiquement risqué. On n'entend quasiment plus sale juif, non pas que l'antisémitisme ait disparu, non. Dire sale juif de façon politiquement correcte se dit sale sioniste. Aujourd'hui, sale sioniste. D'abord, c'est lâche, c'est idiot de dire ça, c'est pas malin et presque personne n'y comprend rien. Déjà, faut-il savoir que le sionisme, littéralement, c'est le retour à Sion des Juifs sur leur terre après 2000 ans d'exil. C'est juste ça. Et puis, vous savez quoi? On est tous sionistes de quelque part. Le sionisme français, par exemple, ça s'appelle du nationalisme. Le sionisme américain, du patriotisme. Le sionisme russe, de la camaraderie peut-être. Mais on pourrait inventer l'algérisme, par exemple, si on veut nommer l'attachement des Français nés en France avec des origines algériennes et qui gardent avec amour et fierté un lien avec ce pays. Moi, je suis sioniste. Je suis sioniste et je suis fier de l'être, et il y a franchement de quoi. Et honnêtement, je comprends que l'on ne comprenne pas Israël, l'État juif, l'État des Juifs, ce petit miracle. Et ce que l'on ne comprend pas, on le déteste, c'est humain. L'antisémite antisioniste déteste les Juifs, alors il déteste Israël. Et ça marche dans l'autre sens aussi. L'antisémite antisioniste déteste Israël parce qu'il déteste les Juifs. Et il y a plein de sortes d'antisémites. Il y a d'abord l'antisémite basique, primaire, ancré, collabo, comme papa et comme grand-père. L'antisémite jaloux, les Juifs ont de l'argent et dirigent le monde, possèdent les médias. Visiblement mal, compte tenu de l'image si déformée d'Israël dans les médias, justement. L'antisémite virtuel. Il n'a jamais vu ni connu de Juifs de sa vie, mais il ne les aime pas, c'est comme ça. L'antisémite juif, celui qui a la haine de soi. J'en connais certains comme celui qui a décidé de boycotter Israël de ses crèmes glacées. Eh bien, je peux dire à celui-là, avec certitude, que le peuple juif, après toutes ces guerres, toutes ces péripéties, tous ces pogroms et ces déportations à travers les siècles, réussira à survivre sans les glaces de Ben & Jerry. Il y a l'antisémite inculte et crétin, celui qui ne comprend rien et qui s'était collé une étoile jaune parce qu'il était contre un vaccin. L'antisémite faux cul, caché sous la bannière anti-vax et qui brandissait son ki comme d'autres balançaient leur porc parce que la Covid, ça venait peut-être de Chine, mais c'est à cause des Juifs. Il y a l'antisémite drogué, oui. Il possède quasiment un permis légal de tuer. Il peut être un assassin, mais à lui, il ne lui arrivera rien grâce à l'antisémite magistrat qui ne le condamnera pas et le laissera impuni du meurtre de Sarah Halimi. Il y a l'antisémite islamiste. Alors lui, c'est carrément inventé un islam qui lui donnerait le droit et le devoir de tuer des juifs, mais pas que, car l'antisémite islamiste peut tuer au Bataclan et même des musulmans qui ne sont pas de son propre courant. Il y a aussi l'antisémite lâche, sournois. C'est peut-être le pire, celui-là. Celui qui profane des tombes et des stèles, le comble de la lâcheté, s'attaquer à des morts. Il ne laisse pas d'identité, pas même un petit pseudo, à peine quelques pauvres croix gammées. Et puis c'est pas fini. Non, c'est pas fini, il y a l'antisémite palestinien, oui, l'antisémite palestinien, celui qui a flanqué un drapeau nazi dans son village arabe de Beth Omri. L'antisémite pro-palestinien, l'islamo-gauchiste soumis sous la bannière insoumise et qui s'amourage de cette cause pourvu qu'elle soit contre l'État juif en se foutant des centaines de milliers d'Arabes musulmans maltraités en Syrie, au Yémen, ou les femmes musulmanes afghanes, ou les Ouïghours en Chine. C'est pas fini. Il y a l'antisémite journaliste pour qui un terroriste islamique est bel et bien un terroriste quand il assassine n'importe où dans le monde, mais la même crapule devient sous la plume de ce journaliste antisémite, un activiste combattant tantôt qu'il assassine un juif en Israël.
Ouais. Et puis tiens, j'ai presque failli en oublier un. L'antisémitisme onusien. L'antisémitisme onusien, oui. Israël, l'État juif, l'État des Juifs qui représente 0,2% de la population mondiale, l'une des seules démocraties de la région, pas plus grande que la Bretagne. Eh bien qu'on se le dise, figurez-vous qu'Israël détient un autre record, me direz-vous. L'État juif est le pays le plus condamné des Nations Unies. Oui, sans remonter bien loin, en 2020 par exemple, il y a eu 17 condamnations uniquement sur Israël. 17 contre 6 autres pays condamnés pour le reste du monde. En 2021, l'année du Covid, c'était plus calme. Israël, 14 condamnations à elle seule contre 5 pour le reste du monde. Alors oui, évidemment, il y a comme un truc qui cloche, non? Enfin, ça devient presque drôle quand on a compris qu'Israël, 9 millions d'habitants, dont 1,5 million d'Arabes israéliens, totalisent à elle seule en une seule année plus de condamnations des nations que toutes les dictatures du monde, dont l'Afghanistan, la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie réunis depuis la création des Nations Unies. Mais ça ne choque personne. Enfin, presque. Alors, quitte à choisir, toi le facho, toi le gaucho, toi, l'antisémite qui vient me dire sale sioniste, déguisé en vrai faux pro-palestinien qui ne comprend rien à rien. Toi, le pitre du BDS qui me boycotte en branchant ton Waze avec la puce de ton téléphone que tu as rechargé avec un port USB, 3 innovations israéliennes, soit dit en passant parmi tellement d'autres que tu dois utiliser tous les jours. Je te le dis comme je te mets au défi. Sois courageux et cohérent. Vas-y, vas-y. Eh bien, vas-y, boycotte-moi. Mais boycotte-moi vraiment. N'utilise plus aucun de mes médicaments. N'utilise plus la technologie de sale sioniste, surtout quand on sait qu'un prix Nobel sur 4 est juif. Va verser ta haine et ton aigreur avec un peu plus de panache. Mieux vaut une insulte franche, directe, sale juif, au moins c'est clair, même si c'est un délit. Et quitte à être con, essaye d'avoir au moins le courage de tes opinions. Tu n'es pas antisioniste, tu es juste un antisémite de base, un simple petit antisémite sans envergure, comme le peuple juif en a tant rencontré à travers les siècles. Il y en a d'autres bien plus odieux que toi. Titus, Pharaon, Hitler, Isabelle la catholique, Aman, Nabucodonosor. Moi, je suis toujours là. Toi, sale sioniste. La réalité, Galit, c'est que j'aurais pu résumer tout ça en 3 mots. 4. Haine du juif. Point. Waouh. Bravo, bravo Bernard. Ça, c'est des mots que tu as mis sur nos mots MAUX à tous. Tu arrives à exprimer ce que et de manière magistrale, vraiment. Là, c'était magistral. Merci beaucoup de nous avoir offert ce texte, d'être venu sur Tandem pour nous l'offrir. Et bon, ça se prête bien à l'émission, hein, 50 nuances d'antisémitisme. 50 nuances d'antisémitisme. Là, tu as aucun autre endroit au monde qui serait le mieux. D'abord, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli pour pouvoir le dire. Non, vraiment, merci. Vraiment. Tu nous as donné là toutes les 50 nuances d'antisémites qu'on peut croiser, malheureusement. Pug, tes premières impressions. Après, vraiment, moi, je suis très émue. Il y a beaucoup d'émotions. C'est quelque chose de très puissant, ce texte. J'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir écrit moi-même. Alors voilà, tu vois. Mais moi aussi, je dois dire, moi aussi. Vraiment, bravo Bernard pour cette... Alors, c'est du... Franchement, tu es le nouveau Pagani. Alors, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Je pense qu'il n'y aura jamais personne au-dessus d'Herbert Pagani. Je ne suis qu'une personne qui lui rend hommage. On en passe hommage à Herbert Pagani, qui, lui, à l'époque, dans son plaidoyer pour ma terre, avait divisé les antisémites en 2 catégories. L'antisémite de gauche, l'antisémite de droite. L'antisémite de droite qui reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique, c'est vrai, il y en avait beaucoup en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les propriétaires de Manhattan, c'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs, la raison est simple, la religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie, et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, de nos cendres, et s'appelle antisionisme.
C'est le premier à voir On était en 1980. en 1975. 75. En 11 novembre 1975. 1975. Et regarde comme c'est toujours, rien n'a changé. Rien n'a bougé. Ce texte est d'une actualité encore déconcertante et on a l'impression que de toute façon l'antisémitisme, comme j'ai pu le dire dans ce texte, il y a l'antisémitisme d'Isabelle la catholique, de Titus, de Nabuchodonosor, de Pharaon, d'Hitler évidemment. Donc qui dure depuis des siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. La seule chose qui a évolué maintenant avec parce que pas que les réseaux sociaux, mais maintenant on est capable de dire les choses. Point. Il y a une haine du juif à travers les siècles pour tellement de raisons qu'il y a pu y avoir avant. Maintenant, tout ça c'est encadré par des lois, donc on peut plus être antisémite ouvertement comme ça l'était à l'époque. Il faut aller tuer les juifs. Non, maintenant on peut dire on est antisioniste. Mais même ça, on a l'impression que ça évolue et que commencer à dire je suis antisioniste, ça commence de plus en plus à être reconnu comme de l'antisémitisme. Et si j'ai précisément écrit ce texte, c'est pour ne plus être dans le politiquement correct, de dire attention, non, moi je suis pas antisémite, non, moi je suis antisioniste. Je suis juste en train de lui expliquer que l'antisémite antisioniste déteste les juifs, alors il déteste Israël, et l'antisémite antisioniste déteste Israël parce qu'il déteste les juifs. Mais après, on peut choisir quel antisémite on est très concrètement. On a un antisémite virtuel, on a un antisémite journaliste, on a un antisémite pro-palestinien, antisémite palestinien, au secours. C'est-à-dire qu'il y a un Palestinien qui a été capable de foutre un drapeau nazi dans son village arabe pour dire « je déteste les juifs ». Quoi. Donc on est... Ce qui historiquement n'est absolument pas incompatible. Oh oui, puisque, pas fou quand le mufti de Jérusalem a eu son plan avec Hitler, donc on est complètement raccord. Mais est-ce que vous pensez pas, Pug, c'est à toi que je pose la question, parce que sur l'histoire, sur toutes ces 50 ou 70 dernières années, on a eu l'impression qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu comme une sorte de parenthèse où on s'empêchait, les gens s'empêchaient pas d'être antisémite ou antisioniste, mais en tout cas de l'exprimer. On a eu une sorte de parenthèse comme ça, où les gens s'empêchaient d'exprimer leur antisémitisme ou leur antisionisme, et on a l'impression que ces 15-20 dernières années, depuis le début des années 2000, la parole s'est à nouveau libérée. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que, comme tu le dis, c'est une impression qu'on a eue que effectivement il y avait peut-être moins d'expression de l'antisémitisme pendant une certaine période, mais je crois que le mot que tu as choisi est le bon, c'est une impression. La réalité, en fait, c'est que non. Je crois simplement que l'Europe, qui a subi quand même le plus grand drame de son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, je parle de la guerre, hein, pas seulement de la Shoah, je veux dire, la plupart des villes détruites ou abîmées, enfin des déportations à n'en plus finir, voilà, l'occupation allemande a laissé des traces. Je lisais encore tout récemment un livre je ne savais même pas, moi qui suis tellement féru d'histoire, qu'il y avait des espèces de chasseurs alpins allemands dans mes montagnes à moi, dans mes Pyrénées, pour traquer les gens qui cherchaient à fuir l'Espagne. C'est dire Et je crois, si tu veux, que 1945, tout le monde est dans une stupeur de ce qui vient de se passer, et simplement ce qu'on peut appeler, on pourrait avoir l'impression qu'il y a eu une prise de conscience des ravages de l'antisémitisme. Je crois juste que c'était des gens qui étaient groggy après s'être pris 5 ans d'une guerre horrible, et finalement, quand ils ont commencé à reprendre leurs esprits, entre guillemets, ils ont fait exactement ça, ils ont repris leurs esprits à 1939, et les Juifs, ils ont un peu trinqué avec les Allemands, mais finalement, ne l'ont-ils pas un peu mérité? Et ça, quelqu'un me l'a dit comme ça. Moi, un jour, j'ai demandé à un vieux monsieur pour lequel j'avais au demeurant beaucoup de respect, parce que c'était un aviateur et un concepteur d'avions pas très connu, mais l'avion qu'il a conçu est très très connu lui, je lui ai dit, mais il avait 16 ans en 44, je lui ai dit, mais quelle était votre vision à ce moment-là? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous étiez au courant? Et il m'a dit, on savait que les Juifs étaient déportés pour travailler à l'Est. Mais bon, nous, que des Juifs aillent travailler, ça nous dérangeait pas. Hein.
Et c'était au sens, si tu veux, pour nous, les Juifs avaient toujours gagné leur argent de manière plus ou moins spéculative ou illégale, et donc qu'ils aillent vraiment bosser de leurs mains, ça nous dérangeait pas. Et je crois même pas qu'il s'est rendu compte de ce qu'il me disait à ce moment-là. Et je sais même pas s'il a pris du recul par rapport à ça, mais en fait, l'antisémitisme nous a paru s'amoindrir pendant quelques années parce qu'il y a eu ce que j'appelle moi cette stupeur, ce côté groggy de gens qui ont été KO et qui se réveillent lentement. On sait par exemple que, ça ce sont les historiens qui nous disent, dans les 20 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle pas en fait de la Shoah, des déportations et ainsi de suite. La France, le discours officiel dans l'éducation nationale et dans les commémorations publiques, t'as le Parti communiste français qui nous dit, encore aujourd'hui, Yann Brossa l'a sorti il n'y a pas très longtemps, le parti des 75 000 fusillés, qui est une profonde fumisterie, mais le Parti communiste se présente comme le parti qui a le plus souffert en France. Il y a la masse des déportés français, les gars du STO, les 1 800 000 prisonniers français, dont mon grand-père qui était en Allemagne pendant 5 ans et qui reviennent. Au milieu de tout ça, et de ce traumatisme global, les Juifs sont un peu, le sort des Juifs est un peu noyé en fait. Et il faut attendre en fait les premiers travaux véritablement d'historiens dans les années 60 pour que on commence à se dire, mais ce qui s'est passé il y a 20 ans, au milieu de la déportation, il y a eu de la déportation de Juifs pour finir à Auschwitz et ainsi de suite. Tu rajoutes à ça que les Soviétiques se sont emparés de la Shoah pour faire leur propre propagande anti-nazie et anticapitaliste. Donc ils ont exagéré des chiffres parfois jusqu'à... donc ils ont noyé les choses. Enfin, tu me connais, je parle souvent trop, mais tout ça est pour dire, je crois pas en fait qu'il y ait eu un ralentissement de l'antisémitisme. Il y a eu, voilà, cette espèce de temporisation parce que tout le monde était groggy. Et je crois que c'est Raymond Aron qui l'a dit, quand De Gaulle parle du peuple sûr de lui et dominateur, et ben, les antisémites en France, ils se sont dit, bah, ça y est, on a à nouveau le droit d'être antisémite. Et de le dire publiquement. Alors... et surtout pour moi, Sabra et Shatila 82, cette fumisterie de propagande à nouveau anti-israélienne, et là c'est open bar. Là on est passé effectivement, on a trouvé la justification antisioniste qu'exprime superbement bien Bernard. Mais non, moi malheureusement, je crois que en fait, tu sais, l'image qui me vient là quand je repense au texte de Bernard et tous ces antisémitismes et ces antisémites qui convergent avec un seul point commun, c'est au centre de leur haine, ils arrivent un peu partout, Titus, Pharaon, l'antisémite virtuel, le journaliste, on peut parler aussi de l'idiot, celui qui sait même pas qu'il est antisémite. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à cet emblème nazi du soleil noir, où en fait on voit ces multiples croix gammées qui se concentrent autour d'un seul point. Enfin, on a l'impression que ce soleil noir, c'est un symbole terrible. Et c'est à ça que ça me fait penser. J'ai l'impression que tous les connards de la Terre se réunissent autour d'un point, c'est le juif. Ouais. Et au-delà du juif, là tu me permettras, c'est le chrétien qui parle. Au-delà du juif, moi je suis persuadé que ce que tous ces gens-là ont en commun, c'est le refus du Dieu des Juifs. Ils le supportent pas, lui. Et comme les Juifs, ces gens qui comme l'a dit Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU, et c'est marrant parce que moi je l'avais dit peut-être semaines avant, je me suis dit mais il m'a copié ou quoi? C'est la mégalo, tu vois. Le peuple juif, même quand les Juifs ne sont pas croyants, quand on se dit juif, quand quelqu'un se dit juif, il est en train de dire, en substance, mon histoire nationale, je parle pas de mon roman national, mon histoire nationale, c'est Zorobabel, c'est Esther, c'est Esdras, c'est Néhémie, c'est David, c'est Salomon, c'est tous ces gens-là qui sont dans la Bible. Et en fait, qu'on le veuille ou non, à chaque fois que quelqu'un se dit juif, il est en train de dire que peut-être, de loin, par temps de brouillard, dans une hypothétique chance, peut-être en fait que le Dieu de la Bible existe parce que ce peuple en serait la preuve. Et ça, c'est insupportable.
C'est insupportable pour les Assyriens. C'est insupportable pour Nabucodonosor, qui veut que tout le monde l'adore. C'est insupportable pour les Romains, qui veulent que Auguste soit le seul maître sur terre. C'est insupportable pour les chrétiens qui prennent la suite de l'Empire romain et pour qui le pouvoir, enfin toute la centralité de la spiritualité ne peut passer que par eux. Et là, on leur dit, vous êtes peut-être un peu fourvoyés. C'est insupportable pour les communistes qui se disent, non, on va réinventer l'humain. C'est insupportable pour les nazis qui, en parfait nietzschéen, veulent revenir aux forêts germaniques où tout le monde est barbare. Donc, ce peuple juif qui, presque parfois, parce qu'il y a des juifs qui ne croient pas en Dieu, ils concentrent sur eux, comme je l'ai dit juste avant, tous les connards de la terre, et ils ont aussi un autre point commun, tous ces connards de la terre, ils ne veulent pas du modèle juif et du modèle judéo-chrétien. Je rappelle, soit dit en passant, ça tout le monde l'a oublié. Allez, ce sera ta dernière remarque. Himmler avait dit, après les juifs, on s'occupe des chrétiens. Oui. C'est juste pour dire. Mais voilà, c'est pour dire que le texte de Bernard m'a fait penser de façon un peu subite à ce soleil noir nazi, où en fait, ces antisémites de toutes parts qui se concentrent sur la seule cible à abattre. Et ma dernière phrase, ce sera la même que Bernard. Lui, il est toujours là. Et oui, voilà, les 50 nuances d'antisémitisme, Bernard, tu as vu qu'on peut pas l'arrêter quand il commence. C'est surtout qu'il nous passionne, du coup on l'arrête pas. Mais on a eu les 50 nuances d'antisémitisme de Bernard, analysées par les 50 nuances d'antisémitisme façon Pug. Et finalement, effectivement, on se rejoint tous. Et puis, je parlais tout à l'heure de ce sentiment, de peut-être cette parole d'antisémitisme qui s'était à un moment donné peut-être un petit peu calmée. Mais finalement, je pensais en même temps que je le disais au texte de Plaidoyer pour ma terre de Pagani dont tu as récité quelques paroles tout à l'heure, où effectivement, comme tu l'as dit, c'était en 1975. Et à ce moment-là, on peut penser aussi que c'est une période où Israël était en odeur de sainteté. En France et en Europe, on admirait encore Israël. C'était pas on soutenait et la France aidait beaucoup Israël à cette époque-là. Et malgré tout, on a Herbert Pagani qui sort ce Plaidoyer pour ma terre, qui était d'actualité à l'époque et qui l'est toujours. Lui, dans ce texte-là, il expliquait le pourquoi l'antisémitisme, ce qui est quand même assez nouveau. Pourquoi et pour quoi, en deux mots. Ouais. Et c'est ça qui a été nouveau dans la formulation cette chose latente là, cet antisémitisme. Pourquoi on déteste les Juifs? Je vais vous expliquer pourquoi vous détestez les Juifs. Donc, paf, et ce Plaidoyer pour ma terre. Ouais. Je peux en placer une dernière? Allez, une dernière. Tu me connais, hein, j'arrête pas. Non, alors, histoire de faire un peu le critique hautain et arrogant, je vais quand même émettre une petite critique, mais qui est plutôt positive en fait, sur le texte de Bernard, quand il compare en fait le sionisme au nationalisme, au patriotisme. J'y mettrai juste une nuance supplémentaire. C'est-à-dire que si tu prends par exemple les Français qui habitent en Louisiane, les francophones qui habitent en Louisiane et au Québec, ils ont complètement oublié Paris. Ils s'en foutent, ils veulent pas y revenir. Eux, ils sont acadiens, ils sont québécois, ils veulent le Québec libre et ainsi de suite. C'est en ça que le sionisme est plus grand qu'un simple nationalisme d'attachement à sa terre. C'est que les Juifs, moi, ça m'émeut à chaque fois que je lis cette phrase. L'an prochain à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem depuis 2000 ans. Voilà, je suis d'accord que c'est une forme de nationalisme, patriotisme, mais c'est tellement plus profond en même temps. Tellement plus profond. Et voilà, ce sera donc le mot de la fin de cette émission. Pug, merci. Merci Bernard. Merci à vous d'être venu participer à cette dernière émission de la saison. Merci Pug, toujours pour tes éclairages
éclairé, éclairant. Mes logorées infâmes. Tes tunnels. Merci, non. Franchement, on y prend beaucoup de plaisir et j'essaye de t'arrêter, mais j'ai du mal parce que voilà, tu m'emportes avec toi dans tes envolées. Merci Pug. Tu sais que je m'en veux parce que après un texte comme celui de Bernard, oui. La chose élégante et noble à faire aurait été de fermer ma gueule. Voilà. Oui, mais c'est moi qui t'ai donné la parole. Et il n'y aurait pas eu d'émission, ce qui aurait été ballot quand même. Voilà, ça se serait arrêté un peu tôt. Merci Bernard, encore une fois. Alors, ce texte sera publié dans un magazine qui s'appelle Trouver en Israël, où on m'a confié 2 pages de magazine. Sarah, donc, notre amie. Exactement, donc voilà, ce sera... Si on voulait le lire et le garder, ce sera dans ce journal. Très bien, très bien. Et puis sur Tandem TV, très bien, voilà, sur Tandem TV et sur YouTube et sur les réseaux. Que le premier. On lui souhaite le même succès que celui qui vous a fait découvrir. Ah oui, que le premier, voire plus de succès. Pug, merci. Rendez-vous à la rentrée. Je te souhaite un très 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 bel été. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on n'aura pas beaucoup de sujets à traiter à la rentrée et qu'on se creusera la tête. Il faudrait être sacrément optimiste pour ça. Et voilà. Merci à vous deux, merci à vous, chers téléspectateurs de Tandem TV, de nous avoir suivis tout au long de cette année dans 50 nuances d'antisémitisme. Rendez-vous à la rentrée avec peut-être une nouvelle mouture, un nouveau décor. On verra. À très bientôt à vous tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Très bel été. Au revoir.